7h46, on passe au Club Culture d'Europe 1 matin. Nicolas Carros, ce matin, on commence avec vous. Ça n'est pas un roman que vous avez choisi. Mais de la matière à fiction. Si je vous dis les Dalton, vous pensez à Lucky Luke, bien sûr, mais vous avez remarqué qu'à la fin de chaque album, il y a l'évocation du modèle de la réalité qui a permis à Maurice d'inventer son personnage et son histoire. Eh bien, les plus célèbres personnages de la BD, après Rantanplan, les frères Dalton, ont existé. C'est ce que raconte le journaliste américain Tom Clavin dans ce livre, La véritable histoire des Dalton, chez Alizio. Et donc il y avait bien Joe, Avril et les deux autres, Joe, Jack, William, Avril, ça. Ouais, même s'ils étaient beaucoup plus que ça dans la famille. L'aîné des Dalton était shérif, il a été tué dans l'exercice de ses fonctions et il ne portait pas les mêmes prénoms pour ce qui est des 4 Desperados. C'était Robert, vous pouvez l'appeler Bob, Gratton, alias Gratt, William, surnom Bill, et Emmett. D'ailleurs, il a le sens du récit, Tom Clavin. Il commence par la fin avec Emmett en 1931, à 60 ans passés, sorti de prison, il revient à Coffeyville où en 1892, 2 de ses frères ont été tués. Ça nous les rend immédiatement plus proches. Mon grand-père aurait pu croiser Emmett, je me suis dit. On sait qu'il revient parce qu'il est célèbre à l'époque et son retour là-bas fait grand bruit. Il n'a pas vu mon grand-père qui était en Normandie, mais il est abordé par 2 hommes. E.W. Morgan, 11 ans en 1892, qui lui dit qu'il a assisté au spectacle, et un certain Charles Gump, comme Forrest, 72 ans, qui lui dit qu'il a pris une balle, lui, à l'époque, mais lui dit sans rancune. Et est-ce que c'est le vrai Lucky Luke qui les a arrêtés? C'est donc vrai Dalton? Et ils étaient plusieurs, des personnages de flics aussi romanesques que le héros de BD, des marshals, des juges. On croise notamment le juge Parker, surnommé le pendeur, parce que la pendaison était la peine qu'il prononçait le plus, et c'est son bourreau, un bavarois nommé Maldon, qui s'occupait de la sale besogne. Tout est vrai, hein. Et donc les frères Dalton choisissent la voie du crime et deviennent des desperados. Attaque de train, banque, c'est un gang en fait, issu de la guerre directement, comme la bande de confédérés menée par Cantrill, ou comme le gang de Jesse James, que l'on croise aussi dans ce livre, des légendes de l'Ouest, mais des légendes vraies. C'est très intéressant. Voilà, la véritable histoire des Dalton, signé Tom Clavin. Et donc c'est au XXe siècle alors? Non, c'est fin 19e, mais oui, il est en prison au début du 20e. Enjambé le 20e, ouais. Merci Nicolas Carreau. La série de la semaine à présent, Héloïse Gouad. Il a raison Vincent. Vous nous recommandez une série documentaire glaçante sur une affaire qui a défrayé la chronique il y a quelques temps de cela. Hein. Bertrand Cantat, le leader du groupe Noir Désir, aurait agressé sa compagne à Vilnius en Lituanie. L'actrice Marie Trintignant est actuellement entre la vie et la mort à l'hôpital. De rockstar à tueur, le cas Cantat. Voilà le nouveau documentaire terrible mais très instructif sur cette affaire et sur le traitement médiatique des violences faites aux femmes. Le 26 juillet 2003, une dispute éclate entre Marie Trintignant et son conjoint Bertrand Cantat. Les coups pleuvent, l'actrice défigurée mourra 6 jours plus tard. Alors qu'est-ce qu'on apprend de nouveau dans ce documentaire? Eh bien, la journaliste Anne-Sophie Jeanne a enquêté sur la personnalité de Bertrand Cantat. Quelques heures après le drame, des images inédites de la déposition du chanteur interrogent déjà sur son étrange caractère. Tendez bien l'oreille. Mais je ne sais même pas comment elle a été jetée hors de moi. Je vous assure que la prochaine fois qu'il m'arrive quelque chose comme ça, je prendrai tous les détails. J'essaie d'avoir de l'humour parce que... Malgré les 19 coups relevés sur le visage de la victime, Bertrand Cantat n'appellera les secours qu'à l'aube, soit 5 heures après l'avoir massacré. Et qui sont les gens qui témoignent dans ce documentaire? Alors, principe du contradictoire oblige, le doc donne la parole au clan Cantat, comme l'ancien tourneur de Noir Désir. Personne n'a jamais rien vu venir, rien entendu. Ils défendent d'abord le talent de l'artiste, mais d'autres éléments prouvent la violence de cet homme, comme le suicide de Christina Radi, l'ex-conjointe de Cantat. Peu de temps avant sa mort, cette femme a laissé un message vocal effrayant à ses parents. Elle y explique que Bertrand est fou et qu'il lui est impossible de sortir de la situation saine et sauve. Et puis, bien sûr, des proches de Marie Trintignant continuent à crier leur indignation, notamment sur la nouvelle carrière de Cantat. On entend par exemple Richard Kolinka, le père de l'un des fils de Marie Trintignant. Il se rend pas compte du mal que ça fait de voir sa gueule. Il en a rien à foutre. Il passe au-dessus de tout, ce monsieur. Je suis un génie, c'est un mec méprisant. La série démontre que non, n'en déplaise à la presse de l'époque, le crime passionnel n'existe pas. On ne tue pas quelqu'un qu'on aime, encore moins par amour. Le doc est bouleversant, parfois difficile à regarder, mais salutaire pour continuer à ouvrir les yeux du monde sur les féminicides et surtout sur les violences faites aux femmes. Voilà, de rockstar à tueur, le cas Cantat, c'est en 3 épisodes et c'est à voir donc sur Netflix. Merci Héloïse Goua, merci Nicolas, merci Vincent. À demain.